J'ai simplement organisé un séminaire donc en 2011 où j'ai reçu les bons et les méchants sur le sujet. J'ai reçu donc les méchants, c'est-à-dire Claude Allègre et Vincent Courtillot. J'ai reçu les gentils, c'est-à-dire Jean Jouzel, le vice-président du GIEC, Yves Cochet, mon ami Étienne Klein, qui est très engagé aux côtés du GIEC, qui est très réchauffiste, comme on dit. Enfin, la formule est idiote, mais c'est juste pour me faire comprendre. Et donc, évidemment, Jean-Louis Borloo, parce qu'à l'époque, il était en charge du Grenelle. Il y a derrière ce débat scientifique, évidemment, des enjeux idéologiques, philosophiques, métaphysiques, religieux. Je vois l'association CARE faire une publicité tout au long du mois dernier avec, en 2050, 5 millions de morts à cause du réchauffement climatique. Et des gens qui disent, qui accusent, j'ai vu dans un débat, je ne citerai pas le nom, mais un écologiste accusait Jacques Attali d'être négationniste. Vous voyez où on en vient. Donc, essayons d'éviter ça et de réfléchir à peu près calmement sur le sujet. Il y a eu deux grands points d'accord dans ce débat sur le réchauffement climatique, à l'intérieur de ce séminaire un peu particulier. Un, tout le monde était d'accord, donc y compris ceux qu'on appelle les climato-sceptiques, pour dire qu'il fallait limiter les émissions de CO2 et piéger le CO2, donc limiter par un biais ou par un autre la présence du CO2 dans l'atmosphère. Là-dessus, tout le monde était d'accord, y compris évidemment Claude Allègre. Il y avait un deuxième point d'accord, évidemment, c'est que dans cette perspective-là, c'est un argument très fort pour le nucléaire. Et troisième point d'accord qui est le plus intéressant, et qui est le plus étonnant, c'est que donc, Jean Jouzel lui-même y a insisté beaucoup. Je lui ai fait répéter plusieurs fois la proposition que je vais vous retracer, qui est dans le livre d'ailleurs. Il est d'accord pour dire qu'il y a un vrai problème pour lui, un vrai problème intellectuel scientifique, c'est le fameux plateau du réchauffement climatique entre 1998 et 2011. Donc on a un réchauffement climatique depuis les années 50, qui est en gros de 0,7 degrés, si tant est qu'on accorde une signification, mais faisons-le par hypothèse, à l'idée d'un réchauffement global. Moi, je précise les choses pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Je ne suis pas du tout climato-sceptique. Je prends les chiffres du GIEC. Je n'ai aucune raison de contester les chiffres du GIEC. Je sais qu'il y a des gens qui les contestent, bien sûr. Moi, je ne suis pas climatologue, donc je prends les chiffres du GIEC comme ils sont et je discute avec les membres du GIEC en disant je ne conteste pas vos chiffres. Surtout que c'est des fourchettes. Le problème sur lequel on a beaucoup discuté, en effet, c'est ce fameux plateau, c'est-à-dire le fait que le réchauffement climatique stagne entre 1998 et 2011. Donc on n'a plus de réchauffement climatique entre 1998 et 2011. Et donc après, je ne sais pas, je n'ai pas regardé les chiffres sur entre 2012, 2013, 2014, je n'ai pas les chiffres. Je crois qu'il y a un tout petit réchauffement, d'après ce que Jean Jouzel a dit, mais très peu significatif. Et donc on a un plateau. Et donc la question du plateau, évidemment, elle est la suivante, c'est que les émissions de CO2 continuent à grimper de manière exponentielle, le réchauffement, non. Donc comment expliquer ce découplage, ce découplement, je ne sais pas comment on dit, entre la montée du CO2 d'un côté et le plateau de l'autre. Et alors Jean Jouzel a prononcé cette phrase que je lui ai fait répéter, il a dit « si le plateau continue encore 20 ans, Courtillot et Allègre ont raison ». Je lui ai dit « est-ce que vous êtes sûr que vous maintenez la phrase ?» Il m'a dit « oui, si le plateau continue encore 20 ans, Courtillot et Allègre ont raison, parce que c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre explication. » Alors je lui ai dit « mais qu'est-ce que vous pensez ?» Première question que tu posais, c'est quelle est la part des émissions, enfin disons, quelle est la part des activités humaines dans ce réchauffement climatique, en tout cas dans les émissions de CO2 ? Réponse de Jouzel, je vous laisse réfléchir à la réponse, elle est assez énigmatique, elle est dans le livre, là aussi j'ai tenu à ce que les choses soient claires et que personne ne soit pour le coup piégé. Il dit ceci, je suis certain, nous sommes certains au GIEC à 90%, que 50% au moins du réchauffement climatique est dû aux activités humaines. Comprenne qui pourra. Je vous laisse interpréter la phrase. D'un point de vue scientifique, elle est compliquée à interpréter. C'est pas du tout évident. Mais vous voyez en tout cas qu'il y a une part d'incertitude et qu'il y a en vérité deux incertitudes. Et c'est là-dessus qu'on a beaucoup discuté, en dehors du plateau. Donc découplage entre augmentation du CO2 et plateau, qui pose évidemment première question, première incertitude, celle que je viens d'évoquer, la question des causes du réchauffement climatique. Est-ce que c'est entièrement dû aux activités humaines? Est-ce que c'est dû à d'autres motifs et dans quelle proportion? Voilà. Je n'ai évidemment pas la réponse, mais je crains que personne ne l'ait. Et deuxième problématique qui est plus importante, quelles sont les conséquences du réchauffement climatique? En admettant qu'il y ait, comme le dit le GIEC, entre 2 et 4 degrés d'augmentation sur 100 ans,
D'abord, que veut dire une prédiction à 100 ans? Elle ne dit rien. Elle a une seule signification, et là ça rejoint la question de l'urgence. Vous allez voir pourquoi. C'est qu'évidemment, et là les climatologues ont raison, s'il y a vraiment un réchauffement des océans, il n'y aura pas de rétrogradage possible facilement. Il y a un effet cliquet. On ne peut pas revenir en arrière. Voilà. Ce sont des masses énormes et qu'on ne refroidira pas l'eau. En tout cas, il faudra des années, des dizaines d'années, peut-être même des siècles pour la refroidir. Donc c'est avec cet argument-là que le GIEC plaide pour l'urgence. C'est qu'on ne pourra pas passer un certain seuil et revenir facilement en arrière. Donc, vous voyez, je présente les choses très objectivement, mais quelles sont les conséquences du réchauffement climatique? Et c'est là qu'à l'intérieur même du GIEC, je n'ai pas apporté les documents, mais j'en ai des tonnes à la maison, il y a un débat parce qu'un certain nombre de membres du GIEC disent qu'il y aura autant d'effets positifs que d'effets négatifs au réchauffement. Là aussi, ça suppose une vraie réflexion. Donc j'ai demandé à Jean Jouzel, je lui ai dit, mais attends, mais dis-moi, sérieusement, parce qu'il s'attendait à ce que je sois climato-sceptique comme Alec, pas du tout. Je prends les chiffres du GIEC, ne te tourmente pas, je prends tes chiffres. Mais quelles sont les conséquences? Il était très embarrassé parce qu'il me dit, mais dans 1000 ans, les pôles auront fondu. Je dis, attends, je vais être clair, je m'en fous. Enfin, je veux dire, ça n'a aucune importance. Enfin, on a 1000 ans, enfin, qu'est-ce que ça veut dire une prédiction à 1000 ans? Voilà, vous voyez que les catastrophes politiques, les catastrophes totalitaires sont pas 1000 fois, 1 milliard de fois plus graves que les catastrophes écologiques. On a 100 fois le temps de préparer le terrain, si je puis dire, même s'il devait... C'est pas un tsunami qui va arriver. Si jamais des îles devait y avoir une montée des eaux, d'ailleurs très problématique, parce que là encore les chiffres les fourchettes sont incroyablement vagues, mais on aurait 10 fois le temps d'organiser les choses. C'est pas quelque chose qui va massacrer les gens dans le quart d'heure. Hein, c'est pas les Khmers rouges. Bon, c'est pas le Rwanda, voilà, les catastrophes, c'est pas les famines. Vous savez que toutes les famines qui existent dans le monde depuis 1945 sont organisées politiquement. Aucune n'est naturelle. Elles sont toutes politiques. Bon. Donc les questions politiques sont beaucoup plus graves. Le vrai sujet, à mon avis, sur le plan écologique, c'est pas le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, je pense qu'on a le temps, paradoxalement, qu'on n'est pas dans l'urgence. Et que, encore une fois, les conséquences sont... Voilà, il y a probablement autant de conséquences positives que de conséquences négatives, et qu'au fond, les prévisions à 100 ans n'ont pas grand sens. En revanche, là où nous nous heurtons à un véritable mur, c'est sur la question de l'épuisement des ressources naturelles non renouvelables. Et là, on se heurte à un mur en 2025, en 2030, c'est-à-dire tout de suite. Et là, on est dans ce que les philosophes appellent une antinomie. C'est-à-dire qu'on a deux thèses qui sont contradictoires, mais qui sont toutes les deux vraies. Le tiers exclu ne s'applique pas. C'est ça le problème. En clair, dans l'état actuel des choses, le développement n'est pas tenable. Je vous donne un chiffre. Il y a 10 voitures pour 1000 habitants en Inde, 40 voitures pour 1000 habitants en Chine, c'est les chiffres de 2011, bon, enfin ça n'a pas beaucoup changé, 600 voitures en Europe et 900 aux États-Unis, un peu plus en Californie. Le jour où les Chinois, je reviens de Chine, auront le même nombre de voitures que nous, il faut 4 planètes, enfin la question de l'empreinte écologique est posée. Là, elle est sérieuse. Il faut 4 planètes pour alimenter la Chine en plastique, en pétrole, en acier, etc. Et en composants électroniques. Et là, on a un vrai sujet. Or, la décroissance est impossible. On ne peut pas organiser la décroissance. Personne. Vous savez, il faut quand même réfléchir avec un peu les pieds sur terre. Il n'y a pas un seul ministre des Finances dans le monde, je dis bien pas un, qui prône la décroissance. Pas un gouvernement qui prône la décroissance. J'ai eu cette discussion dans ce livre avec Cochet, et je voudrais parce que j'aime beaucoup Cochet, j'ai de l'amitié pour lui et de l'estime pour lui, bien que je ne partage pas du tout ses idées, mais au fond j'aime bien l'idée qu'on puisse ne pas partager les idées de quelqu'un et qu'on ne soit pas obligé de se haïr ni de s'insulter pour autant. J'ai écrit un livre comme ça avec André Consponville, on a des visions du monde qui sont intégralement opposées, à bien des égards sur le plan métaphysique, et il n'empêche que c'est mon meilleur ami dans le monde intellectuel. Voilà, c'est comme ça. Et alors, très intéressant la réflexion de Cochet, remarquable, parce que cet homme est honnête. Il défend la décroissance, comme vous savez. C'est avec Serge Latouche, le grand théoricien de la décroissance en France aujourd'hui. Et c'est un scientifique, c'est pas un fou furieux.
ou un innocent. Et donc, je lui soumets cette antinomie que je viens d'évoquer. Hein. Dans l'état actuel des choses, la croissance est intenable, la croissance mondiale, française, ça tient très bien, hélas, mais la croissance mondiale est intenable. Ah oui, si on prend le modèle français, tout va bien, les écologistes sont ravis, mais si on prend le modèle chinois, on a 7 ou 8 points de croissance, c'est un peu différent. Bon. Et donc, dans l'état actuel des choses, la croissance mondiale est intenable, pour des raisons en termes d'empreinte écologique, et en revanche, la décroissance est invendable, parce que la décroissance, on y est. Bon, c'est chômage, c'est faillite d'entreprise, et personne n'en veut. C'est misère sociale. Et voyez ce que dit Cochet, c'est très intéressant, parce qu'il dit de manière très honnête que la décroissance ne sera possible que s'il y a une grande catastrophe, façon Fukushima multiplié par 100. Écoutez bien, Ford en 1941 produisait 1,5 million de voitures, en 1942, 0. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? La guerre. Catastrophe catastrophique, c'est le cas de le dire, épouvantable, la pire de toutes, mais sur le plan écologique, c'est ce qui permet de prendre conscience et d'arrêter le développement, décroissance. Dernière idée que je vous soumets, je m'arrête là, le problème, comment dire, on a évoqué la question de l'urgence, donc il y a deux arguments, celui du GIEC qui dit qu'il y a urgence parce qu'il y a un effet cliquet, le mien qui consiste à dire qu'on a 1000 fois le temps et que ce n'est pas le sujet, que le vrai sujet c'est la crise des matières premières non renouvelables, beaucoup plus urgent que le réchauffement climatique. Et si le réchauffement climatique marche, c'est pour d'autres raisons, c'est parce que c'est mondial, parce que c'est invisible, et donc ça a tous les éléments qui suscitent la peur et que l'écologie fonctionne essentiellement sur la peur. Sur les deux dernières questions, Serge, que tu posais, c'est contrainte ou incitation. Et évidemment, et là pour une fois Ségolène Royal a tout à fait raison, l'écologie punitive ne marchera jamais. Le seul moyen que l'écologie marche, c'est de l'intégrer à l'économie. Et la croissance verte, ça a du sens. Et on peut même avoir une croissance dépolluante. C'est ça qu'il faut viser, et c'est tout à fait faisable. Donc plutôt que la décroissance non polluante. Et donc ça veut dire non pas contrainte, mais incitation. Je ne suis pas hostile aux taxes, mais simplement la taxe carbone dans un seul pays, c'est la plus grande ânerie de l'histoire de l'humanité. Ça n'a de sens que si elle est au minimum européenne. Mais dans le contexte de la mondialisation, chers amis, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la montée de l'impuissance publique. Pourquoi ? Parce que dans le contexte de la globalisation, les leviers des politiques nationales ne lèvent pratiquement plus rien. Si on pouvait réduire le chômage, on l'aurait fait depuis 25 ans. Bon, donc si on ne le fait pas, c'est pas parce que nos présidents sont diaboliques, parce qu'ils n'y arrivent pas. Deux jeunes gens qui parlent de l'Europe avec un peu d'enthousiasme, en dehors de Danny Cohn-Bendit, c'est Helmut Schmidt et Giscard d'Estaing, 90 ans de moyenne. Et c'est le meilleur livre que j'ai lu sur l'Europe depuis bien longtemps, celui de Giscard. Excellent livre, où il plaide évidemment, totalement à juste titre, pour une Europe à 10 ou 11, intégrée sur le plan fiscal, évidemment, même si c'est à terme, et intégrée avec une politique monétaire connue. Tant qu'on n'aura pas des instances de régulation mondiale, c'est la problématique de la gouvernance mondiale qui est posée. Et elle est posée non plus comme une utopie, parce qu'elle est vitale. Tant qu'on a, et on a des instances de régulation mondiale qui ne marchent pas si mal que ça, le FMI en est une, par exemple. Les BRICS bouffent 77% chaque année de toutes les matières premières industrielles. Et la Chine augmente de 18% par an. Donc on arrive très très vite à une limite. Voyez ? Et donc leurs problèmes écologiques, ce n'est pas des problèmes de bobos du 6e arrondissement, c'est vraiment des problèmes de développement. Et pour eux, évidemment, le développement, il est archi prioritaire, parce que dès que la croissance baisse un tout petit peu, ils ont des émeutes, tout simplement, qui règlent à la mitrailleuse lourde. Mais c'est quand même difficile, et de plus en plus difficile, parce que la Chine devient quand même progressivement un pays démocratique. Et donc ce qui est posé à terme, ça c'est la vraie question, c'est la question de la régulation mondiale, c'est la question de la gouvernance mondiale, la question des instances de régulation. Hors de ce niveau-là, on n'est quand même pas au niveau du problème posé par les grands thèmes de l'écologie contemporaine. Voilà un peu le paysage. Merci à vous.